The Voice Afrique francophone est de retour avec une toute nouvelle saison. Nos 4 coachs superstars, Lokwa Kanza, Charlotte Dipanda, Asalfo et Singila. Ils reviennent pour découvrir et encadrer de nouveaux talents et les préparer à devenir les nouvelles voix de The Voice Afrique francophone. Suivez le lancement du premier épisode de The Voice Afrique francophone saison 2. Fulga zed la wato Samsana wanda Sot gom big la wato Bahunduku masuka Dele pe dogurage la lebutu sot gom ya Yes, la référence des enfants Amis de trésor Nikem song ye la mam, Kuyan song ye la mam, Di song ke le gom, Di dansi de saman, Kasam si no wen, Anet bundogo gom gane la lewe ke zote gom ye, Kanek babang na som la la lewe ki de bagayi ye. Sofiane Beno, Nisali ya we, Ada patati ye, Di pisi ne barabo ya toge dunu zubuka, Bivu mantingre, Fidèle moins que son tilo. Car de ta faute, c'est pas de ta faute. Y'a un d'abou, de ta faute, c'est pas de ta faute. Y'a un d'abou, de ta faute, c'est pas de ta faute. Y'a un d'abou. Zole muso bobo da tege zel soko ramani da bege. Ti tuni la woto, tuni ram kawiti da uriye, tuni ram kawiti uriye. Zamanda mpano mtobi endo butampirura. Tu bosi ya kompame, tu mpama bana wide. Aye biga paso kuende. Ti wenda kane de rabye, wen kofula neram, kofola fi. Kill pass the ligidi, boy kill it. Anukubu, Anukufu nukuri, Yawenabu, Anukubu, Anukufu nukuri, Yawenabu, Anukubu, Zelimuso, Nukufu nukuri, Yawenabu, Anukubu, Jensoko, Nukufu nukuri, Yawenabu, Anukubu, Karane Musana, Nukuri, Yawenabu, Anukubu. Salif Nyampa le DG, El Mundo International. Nukubu. Nukubu. Car de ta faute, c'est pas de ta faute. Y'a un d'abou, de ta faute, c'est pas de ta faute. Y'a un d'abou, de ta faute, c'est pas de ta faute. Y'a un d'abou. Zoli Mousso à gauche, je Soko à droite. Ça se danse, c'est pas de ta faute. Y'a un d'abou, de ta faute, c'est pas de ta faute. Y'a un d'abou, de ta faute, c'est pas de ta faute. Y'a un d'abou. Hippolyte Canel, le baobab. Aziz le Vendrome, écoute ça. 10 contre 10, 14, Digemons. Le bien sawa de go, il fait la stade de Pico de Go. Et William.
Madame, Monsieur, bonjour. Merci à vous d'être encore plus nombreux à nous accueillir chez vous pour cette troisième aventure de la semaine. Au cœur de cette aventure, des échanges avec différents acteurs issus de différents domaines et corps de métier. Et ce matin encore, le programme est assez fourni et bien diversifié. Nous souhaitons qu'il réponde un tant soit peu à vos préoccupations. Alors, accrochez-vous parce que le navire dans lequel nous vous embarquons ce mercredi 18 octobre vous propose la revue des titres. Pour le top astuce, une astuce géniale pour réactiver un stylo à billes qui n'écrit plus. Nous aurons la visite de Cheikh Dave pour son grain de sel, le majeur incapable. Son régime de protection, qu'en est-il exactement? Nous en parlerons ce matin avec le magistrat Aruna Yoda de l'ONG Vision Plurielle et avec M. Edi Bado, la question de sécurité routière et ce matin, les deux roues et la circulation. 50 ans d'existence pour l'aumônerie catholique du centre hospitalier Yalgado Ouedraogo et pour une vie associative. Nous irons à la découverte de ce service de l'Église catholique. Et pour cela, nous aurons avec nous le père Jean-Paul Ouedraogo et madame Brigitte Ouedraogo de l'Union catholique des agents de santé de l'action sociale UCASO. Et en marge de ces entretiens, nous vous proposons bien sûr un proverbe Mwaga ainsi qu'un peu de littérature. Et pour commencer, nous allons tout de suite retrouver Valérie Bazier pour la revue des titres. Et c'est après ceci. Bonjour Valérie. Bonjour Roma. Bienvenue. Ouais, merci. C'est un plaisir de t'avoir encore à nos côtés pour feuilleter les pages de quelques journaux. Alors ce matin, la gestion de la commune de Bobo-Dioulasso qui va mal. En tout cas, c'est ce qu'indique aujourd'hui au Faso et l'Express du Faso. Dis-nous davantage. Mais bien avant, on va voir un autre titre du journal aujourd'hui au Faso. Et on peut lire ceci, que les Maccabées s'accumulent sur le chemin de l'alternance au Togo. Et c'est un mauvais signe pour le président Faure, selon le journal. Et en effet, 2 militaires, gardes de corps d'une personnalité dans le fief de l'opposition, ont été lynchés à mort et un civil a été aussi tué. Maintenant, selon le journal, Faure doit savoir lire dans le sens de l'histoire et aller dans la trajectoire de l'alternance. Maintenant, à propos de la gestion de la commune de Bobo-Dioulasso, le climat est tendu entre les DIL et les maires de l'arrondissement, titre le journal. Et c'est un paradoxe. Le paradoxe se situe à ce niveau où le maire de la commune de Bobo-Dioulasso et les 6 maires d'arrondissement qui se crêpent les chignons relèvent tous du parti au pouvoir MPP. Alors, autrement dit, l'opposition et le pouvoir relèvent du même parti à Bobo-Dioulasso. Et l'Express du Faso est convaincu que quand il s'agit de Bobo-Dioulasso, on ne dit pas la vérité au président Roch. Le journal L'Express du Faso parle de querelles de chiffonniers ou de leadership de politiciens à la petite échelle. Alors, Bobo-Dioulasso, également à la une de Sidoya, mais cette fois-ci, son accroissement démographique. Effectivement, c'est ce qui intéresse le journal Sidoya. Et le journal parle d'un baby-boom non maîtrisé à Bobo-Dioulasso. Selon le journal, la capitale économique est en pleine croissance démographique et la population des SIA est passée du simple au triple en 2 décennies. Qu'est-ce qui explique cette augmentation exponentielle? Quels sont ces lots de conséquences? Dans le colonne du journal, le journal vous invite dans l'univers démographique bobolais. Lisez donc. Le journal informe également du don de matériel militaire au bataillon burkinabé de la force conjointe G5 Sahel par l'ambassade de la France au Burkina Faso. Le journal Le Quotidien en fait son gros titre en précisant que ce matériel est constitué d'armes lourdes et de véhicules. Dans une autre manchette de ce journal, le MBDHP, à propos de la liberté provisoire de Djibril Bassoulé, parle d'impunité aux criminels d'un 16 septembre 2015. Le mouvement co-organise donc avec d'autres organisations de la société civile une marche-meeting de protestation le 4 novembre 2017 à Ouagadougou. D'accord, on va terminer avec le journal Le Pays. Oui, à la une du Pays nous informe qu'il y aura
pénurie de gaz en décembre si et seulement si le remplissage n'est pas activé selon les propos du directeur de la communication de Sodigaz qui a accordé un entretien au journal. Et dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent, le cadre pour la gouvernance démocratique réfléchit à de meilleures stratégies de résilience, titre également le journal. Et pour terminer, le journal révèle que dans la circonscription d'éducation de base de Bassi, une enseignante a été victime de menaces de la part d'individus non encore identifiés. D'accord. Merci à toi Valérie pour ce tour d'horizon. On te retrouve tout à l'heure autour de 7 h pour encore nous faire le point. Okay, merci. Merci à toi et puis à vous fidèles téléspectateurs, nous vous proposons la rubrique Top Astuces et c'est parti. Alors, pour le top astuce du jour, eh bien, une astuce géniale pour réactiver un stylo abîmé qui n'écrit plus. Alors, votre stylo ne fonctionne plus, mais il y a encore beaucoup d'encre dedans. L'encre a tout simplement séché. Alors, l'astuce est de la réchauffer pour éviter que l'encre sèche ne bloque la mine de votre stylo et empêche d'écrire. Pour cela, rien de plus simple, un bon vieux briquet fera l'affaire. Alors, comment procéder? Il faut commencer par réchauffer la mine. Vous aurez peut-être en image comment ça se présente si, en tout cas, ça nous suit bien. Alors, vous commencez par réchauffer la mine, puis vous passez la flamme le long du stylo pour réchauffer l'encre sur toute la longueur. Et puis, attention, hein, pas de trop près pour ne pas faire fondre le stylo. Et puis, voilà, le tour est joué. Votre stylo va commencer à réécrire. Donc, essayez donc chez vous à la maison, utilisez juste un vieux briquet pour réchauffer la mine et puis ensuite vous passez la flamme tout le long du stylo pour réchauffer un peu l'encre qui est à l'intérieur et puis voilà, votre stylo va recommencer à écrire. C'était l'astuce du jour et nous allons passer tout à l'heure à la rubrique Société avec Cheikh Dave pour son grain de sel. Voilà, nous sommes donc en compagnie de Cheikh Dave. Alors bonjour Cheikh. Bonjour Madoudou. Bienvenue. Merci. Cheikh nana koro douangana na somadana. Chante? Koro kissé. Koro kissé. Parce que ma maman m'a appelé. Ah, maintenant là, on dit c'est grain de sel. C'est quoi? J'ai dit koro kissé. Ah. Tu expliques bien à la vieille. Hein? Voilà. D'accord, alors Cheikh Dave, oui. C'est vrai que depuis lundi, on sent qu'il y a quelque chose qui nous manque. Donc on attendait ça depuis lundi. Hein? Ouais. On t'a avec nous ce matin. Alors qu'est-ce que tu as pour nous ce matin pour agrémenter cette journée de mercredi? Qu'est-ce que nous avons pour vous? Puisque nous sommes deux. Oui, alors, tout à fait. Voilà. Le thème de ce matin, c'est la générosité. La générosité. C'est important. Très, très important, la générosité. Donner sans attendre. Sans rien attendre sans rien attendre en retour. Sans attendre quelque chose comme récompense, comme gain. Et vous savez que de nos jours, notre vie n'est que de l'échange. Ah oui, tout à fait. Nous échangeons le travail contre le salaire. Le salaire. Et une attention contre une attention réciproque. Où se trouve la générosité? Oui. Tant qu'il faut attendre quelque chose en retour, il n'y a pas de générosité. Il n'y a pas de générosité. Voilà. Et vous savez qu'également, dans quelques jours, ça sera le mois de novembre. Oui, le mois de la solidarité. Décrété comme étant, sinon, par excellence, le mois de la solidarité nationale. Il y a certains qui diront que non, il faut être riche pour être généreux. J'ai dit non. On peut tout donner. On peut donner
de son temps, on peut donner de ses connaissances, de son affection, oui. Partager ses connaissances. Tout ça, ce sont des actes de générosité. Voilà. Parce que donner est un plaisir plus durable que recevoir. Hein, parce Absolument. que celui des deux qui donne est celui dont on se souvient le plus. Voilà. Voilà. Celui qui donne, on se souvient toujours de lui. Et c'est très important. Et même le don de sang. Le don de sang pour sauver une... Voilà. C'est un acte de générosité. On ne le sait pas. Voilà. On pense que non, c'est un acte comme ça, mais c'est un acte de générosité. Donc, soyons généreux autour de nous. Et c'est très, très, très important. Mais attention, attention. Je n'ai pas dit d'aller prendre crédit, refuser de payer. Et quand le gars réclame son crédit, tu dis qu'il n'est pas généreux. Non. Non. Là, c'est différent. Là, c'est différent. Voilà. Alors, Ramson, pour illustrer ce que nous sommes en train de dire. Une petite histoire. Même beaucoup. Hein. Il y en a beaucoup. Voilà. Il y a beaucoup d'exemples. Des exemples, tout simplement. Tu sais, tu rentres dans un taxi, tu prends un taxi si tu veux. Tu arrives à destination, tu descends, tu paies. Oui. OK? Oui. Et tu rentres dans un autre taxi, le taximan, il est joyeux, il est compréhensif, il te demande où tu veux aller, c'est quelle voie il faut emprunter, et tu enlèves ton téléphone pour appeler et tu es en cours de crédit, et le taximan même enlève son portable pour te donner, pour dire, ah, on dirait qu'il y a quelques unités, il faut appeler avec ça. Demain, là, c'est quel taxi, toi, tu vas emprunter? Je vais emprunter le taxi, là. Le taxi où on est assez heureux quand même. Ah, on voilà. est dans la joie quand on est aux côtés du conducteur. Voilà. Donc, c'est pour vous dire que pour être généreux, s'il vous plaît, on n'a pas besoin d'être riche. Oui. Voilà. C'est juste l'acte. C'est que souvent, on a l'impression que celui qui est riche n'a pas besoin qu'on lui donne quelque chose. Alors que non, on peut lui donner aussi, petit que soit, à cette chose-là. Et il en a besoin. Il en a besoin. Il en a besoin. Oui. On ne le fait pas assez. Tu vois, l'acte est très important. L'acte de donner. L'acte de donner. C'est comme un peu, tu vois, l'histoire des grains de riz. Oui. Voilà. Très rapidement, Cheikh. Donc, on est pris par le temps. Donc, quand on donne sans attendre, on reçoit toujours plus. Oui. Voilà. D'accord. C'est la leçon du jour. D'accord. Quand Merci. on donne sans attendre, on reçoit toujours plus. Oui, et Saint-Exupéry disait que si on veut être heureux, on devrait donner du bonheur. Voilà. Merci. Donc, comme toute l'équipe de RTB Matin, le fait chaque matin. Ah oui. Donner du bonheur. Donner du bonheur aux téléspectateurs de RTB Matin. Oui. Alors, on en reçoit un retour, hein, parce que lorsqu'on a le retour, on est très content. Voilà, on est très content. D'accord. Merci beaucoup. Merci à toi, Cheikh. Ramson. Et puis aussi, il faut dire à nos chers téléspectateurs que même la conscience professionnelle est un acte de générosité. Ça, c'est très important. Il faut le répéter. Voilà. D'accord. Dire que non, on est là juste, ce qu'on nous donne, c'est ça, on fait comme travail, s'il vous plaît, non. On peut aller au-delà pour être plus généreux. Voilà. Et puis, être satisfait par rapport au travail bien accompli. Et on sera récompensé. C'est voilà. Sûr. Ouais. Merci à toi, Cheikh Dave, en tout cas pour ce grain de sel. En tout cas, notre journée est bien illuminée. Et à partir de la semaine prochaine, on va commencer à ajouter maintenant le sucre. Ok, d'accord. Et puis un peu de piment par la suite. C'est des ingrédients qui agrémentent bien la vie. Merci à toi, Cheikh. Et puis tout de suite, nous allons pour la chronique juridique et judiciaire. Et c'est parti. Voilà pour la chronique juridique et judiciaire. Nous recevons pour vous ce matin Madame, Monsieur le magistrat Aruna Yoda de l'ONG Vision Plurielle. Bonjour, Monsieur Yoda. Bienvenue.
tout. C'est un plaisir de vous avoir encore ce matin. Et ce matin avec vous, le majeur incapable, c'est ce thème-là que nous allons aborder, peut-être décortiquer davantage parce que ce n'est pas évident qu'on sache réellement de quoi il retourne. Mais avec vous ce matin, on va en apprendre davantage. Alors dites-nous, comment est-ce que vous allez? Je vais très bien. Et cette matinée du mercredi? Oui, ça va bien. La matinée commence très bien. D'accord. Avec votre studio qui est rénové. D'accord. Merci à vous. Et puis, dites-nous déjà quelle définition peut-on donner à cette notion de majeur incapable? Je vous remercie. Il faut dire que au Burkina Faso, l'âge de la majorité est fixé à 20 ans. Je parle de la majorité civile. Cela veut dire qu'à partir de 20 ans révolus, vous êtes à même de poser des actes de la vie civile, de la vie courante, sans l'aide ni l'assistance de personne. Alors, il y a quand même des situations de personnes qui ont 20 ans révolus, mais qui, pour une raison ou pour une autre, ne peuvent pas poser les actes quotidiens de la vie courante. Ces raisons sont entre autres la maladie. Imaginez une personne qui a, mettons, 40 ans, mais qui souffre d'une maladie telle qu'il est dans le coma. La personne n'est pas décédée, mais elle est dans le coma. Ou bien une personne qui a plus de 20 ans et qui souffre de la maladie d'Alzheimer. Cette maladie qui fait qu'on ne se souvient plus des choses qui se sont passées il y a quelques heures, a fortiori il y a quelques mois. Alors, il y a aussi des personnes qui sont atteintes de ce qu'on appelle la prodigalité. Il y a des gens qui sont prodiges. Ça veut dire qu'il donne son argent, ses biens, sans compter, sans réaliser exactement la portée des choses qu'il donne. Alors, quelqu'un que vous croisez, vous le saluez, vous êtes sympathique avec lui, il vous donne 100 000 francs. Comme ça? Comme ça, parce qu'il est content de vous. Comme ça, alors même que son revenu ne lui permet pas. Est-ce que c'est une pathologie? Oui, on peut dire que c'est une pathologie. Okay. Voilà. En tout cas, ce n'est pas un comportement normal. D'une personne qu'on peut qualifier de bon père de famille. Alors, en vous donnant ces 100 000 francs, si par ailleurs ce monsieur a un salaire de 100 000, peut-être c'est tout son salaire qu'il a pris pour vous donner. Oui. Voilà, donc ce sont des situations de personnes majeures certes, mais qui sont ce qu'on appelle incapables. D'accord. Voilà. Est-ce que dans ce lot-là, on peut ajouter ceux-là qui sont accros peut-être à l'alcool, qui accros au jeu, par exemple, des gens, des alcooliques? Parfaitement. Parfaitement, les alcooliques, les gens qui sont accros au jeu, au point de ne pas pouvoir s'en départir, au point de dépenser tellement dans ça qu'ils ne peuvent pas respecter leurs obligations familiales. Ou même eux-mêmes, leur prise en charge personnelle. Voilà. D'accord. Alors, il faut dire que il y a un intérêt à protéger ces catégories de personnes-là. Alors, dites-nous... Oui. Pourquoi? Il y a certainement un intérêt. D'abord, pour la personne elle-même. J'ai dit tantôt que le prodigue, ou bien l'alcoolique, ou bien la personne qui est accro au jeu, peut dépenser au point de se négliger, de se ruiner, de ne pas pouvoir prendre soin d'elle-même. Alors, cette personne aussi peut causer un préjudice important à sa famille. Une personne qui est incapable de subvenir aux besoins élémentaires de sa famille, alors même qu'il en a les moyens, le revenu. Voilà, pour les raisons que je viens d'évoquer. Et cette protection va au-delà de la personne pour intéresser la société entière. Alors, vous conviendrez avec moi qu'une personne qui ne prend pas soin de ses enfants, qui ne paie pas la scolarité, qui ne contribue pas aux charges du ménage, il expose ses enfants à la délinquance, par exemple. Tout à fait. Voilà, donc, on a un intérêt pour la société à protéger ces personnes, mais aussi un intérêt pour ces personnes elles-mêmes et leurs familles. D'accord. Alors, quels sont les mécanismes prévus par le Code des personnes et de la famille en vue d'assurer justement la protection de ces personnes-là? Très bien. Ces mécanismes peuvent se décliner en 3 mécanismes. Oui. Nous avons le régime de la protection judiciaire. Nous avons le régime dit de la tutelle et nous avons aussi le régime de la curatelle. Alors, ces régimes sont fonction de la gravité de l'incapacité de la personne à protéger. Prenons une personne qui est légèrement touchée
supposons qu'il est traité pour des troubles mentaux légers dans un hôpital de la place, et on se rend compte qu'on a besoin de l'assister. Alors, on le met sous le régime de la protection de la justice. Cela se traduit comment? Cela se traduit par le fait que la personne peut toujours poser les actes de la vie quotidienne. Il peut acheter une voiture, il peut vendre sa moto, il peut contracter un crédit, des choses comme cela. Mais le régime sous protection judiciaire permet de réduire certains de ces actes qui peuvent être qualifiés d'excessifs. Par exemple, quelqu'un qui achète cette tasse de thé à, mettons, 500 000 francs, 500 000. ça veut dire qu'il y a un problème. À moins que ça n'ait une charge, je ne sais pas. Même si c'est une tasse personnalisée, ça ne vaut pas le coup. Ça ne vaut pas le coup. Oui. Voilà, le juge va intervenir dans ce contrat pour le réduire. D'accord. Ben, donc, à chaque fois que cette personne voudra peut-être acheter quelque chose, il y a un suivi. Voilà, ça peut intervenir a posteriori. Ok. A posteriori, lorsque la personne est sous protection de la justice et qu'il pose un acte excessif, alors ses proches ou lui-même peut saisir le juge pour dire, voilà, j'ai posé cet acte dans un moment où je n'étais pas totalement en pleine possession de mes facultés. Je demande que le juge intervienne dans mon contrat pour en réduire les effets. Parce que c'est un contrat excessif, c'est un acte excessif. Voilà, ça c'est le régime de la protection de la justice. D'accord. Alors, le régime de la tutelle intervient lorsque, véritablement, la personne à protéger ne peut même pas poser d'acte de lui-même, d'elle-même. Supposons une personne dans le coma, je l'ai dit tantôt, ou bien une personne véritablement touchée par une maladie mentale, ou bien une personne, à cause de son âge important, alors n'arrive pas à être en possession de toutes ses facultés. Alors, le juge des tutelles peut désigner une personne qu'on appelle tuteur qui va représenter cette personne dans les actes de la vie courante. Voilà, c'est une représentation. Alors, on prend carrément sa place pour poser les actes en son nom et pour son compte. Voilà. Quant au régime de la curatelle, c'est un régime qui intervient, j'allais dire, à mi-chemin entre la protection judiciaire et la tutelle. On considère que la personne peut poser les actes elle-même, mais a besoin d'être assistée. N'est-ce pas? Elle peut se rendre, je ne sais pas, dans une agence de vente de véhicules, par exemple, pour acheter une voiture, mais il faut qu'il y ait quelqu'un à côté. Pour l'assister. Voilà, ça, c'est le régime de la curatelle qui intervient pour les personnes touchées moyennement. Voilà. D'accord. Ok, donc 3 régimes, on peut retenir 3 régimes. Régime judiciaire, protection de la justice, et le régime de tutelle, et puis le régime de curatelle. Parfait. D'accord. Merci à vous. Et puis, dites-nous, qui peut justement saisir le juge de tutelle, des tutelles? Très bien. Cela est fonction des régimes. D'accord. Lorsque une personne est à même d'être mise sous le régime de la protection de la justice, le médecin qui traite la personne, qui constate que cette personne doit pouvoir être mise sous protection judiciaire, peut saisir le juge. D'accord. Le directeur de l'hôpital où cette personne est internée peut saisir le juge pour demander qu'elle soit mise sous le régime de protection de la justice. D'accord. Quant au régime donc de la tutelle, on note que le conjoint, les ascendants, c'est-à-dire les enfants, les pères et mères, peuvent saisir le juge des tutelles afin que leurs parents, leur époux ou épouse soient mis sous régime de la tutelle. Le conjoint, à condition qu'il y ait toujours communauté de vie. Voilà, on peut avoir toujours le lien de mariage, mais ne pas vivre sous le même toit. Là, il y a le régime de la séparation des corps, des choses comme cela. Alors, si cette personne est en séparation de corps, elle ne sera pas admise à demander la mise sous tutelle de son conjoint.
Voilà. Et dans ce cas, c'est subordonné également à la constatation du fait que la personne n'est pas habilitée justement, ou bien la personne a atteinte, par exemple, les facultés mentales sont atteintes, ou bien la personne est dans le coma. Parfaitement. Donc en ce moment, on implique un médecin. Bien sûr. Oui. Cela va intervenir dans la phase d'instruction. Okay. Lorsque le juge est saisi, le dossier, la requête sera rédigé de telle sorte qu'on expose les raisons pour lesquelles on veut que telle personne soit mise sous tutelle. En plus de la requête, on va adjoindre aussi des documents médicaux qui peuvent attester qu'effectivement cette personne est touchée par un médecin qui s'y connaît en la matière, un spécialiste. Voilà. Et une fois le juge saisi, il va réunir ce qu'on appelle le conseil de famille pour demander leur point de vue sur la mesure à intervenir. Il va certainement donc envoyer le dossier au procureur du Faso afin que celui-ci prenne ses réquisitions. Si oui ou non, il entend demander que cette personne soit mise sous tutelle ou pas. En tout cas, le juge est libre d'instruire de sorte à avoir le plus grand nombre d'informations utiles et nécessaires pour pouvoir mettre cette personne sous tutelle. D'accord. Voilà. Mais la tutelle, elle est définitive ou bien ça peut être pour une période donnée? Oui, la tutelle peut être pour une période donnée. Alors, si la raison pour laquelle la personne est mise sous tutelle cesse, la tutelle va cesser. D'accord. Voilà. Il faut noter aussi que le régime de protection judiciaire est aussi un régime provisoire. La loi burkinabé dit que ce régime dure 2 mois. Voilà. C'est un régime aussi transitoire. Supposons qu'un juge est saisi d'une demande de mise sous tutelle, immédiatement et avant d'en arriver à la décision de mise sous tutelle, le juge peut mettre la personne sous protection de la justice. En attendant que les enquêtes aboutissent à une décision de mise sous tutelle. D'accord. Voilà. Est-ce qu'il existe des cas pareils au Burkina? Certainement. Il existe des cas. Au quotidien, les juges des tutelles sont saisis de ce genre d'affaires. Des personnes qui sont, dont la faculté est altérée par l'âge, il y en a beaucoup, et qui ont des fortunes. Voilà. Il y a des personnes aussi comme vous et moi qui n'ont pas grande fortune, mais qui ont besoin quand même d'être assistées. Il y en a. D'accord. Il y en a. Ok. Alors, dites-nous, quels sont les droits de ces personnes protégées, là, les majeurs incapables? Les majeurs incapables ont les mêmes droits que les autres. Seulement, pour les raisons que nous venons d'exposer, il faut qu'ils bénéficient d'une assistance de la justice, qu'ils bénéficient d'une représentation, ça c'est les personnes mises sous tutelle, ou bien d'une assistance de curateur. Sinon, pour ce qui concerne les autres droits, ils ont les mêmes droits que les autres, mais exercés selon une autre procédure. Voilà. Par exemple, le droit de contracter mariage. Les personnes mises sous tutelle ont ce droit de contracter mariage, mais à des conditions. Il faut que alors, le tuteur donne son accord, à condition, bien entendu, que les pères et mères n'aient pas donné les leurs, ou que les pères et mères ne sont plus vivants. Voilà. Si une personne veut se marier, on va voir d'abord, s'il est sous tutelle, on va voir d'abord si ses pères et mères ont donné leur accord. Si oui, on se dispense de l'accord du tuteur. Mais si ces deux n'ont pas donné leur accord pour une raison ou pour une autre, on va se tourner vers le tuteur et le conseil de famille pour voir si cette personne peut contracter mariage. D'accord. Mais qui peut être le tuteur? Le tuteur peut être l'épouse ou l'époux. Le tuteur peut ne pas être non plus l'épouse de la famille. Voilà. Le tuteur peut être une personne étrangère à la famille. Le tuteur peut être un membre de la famille. Alors, toute personne que le juge, de par les qualités de cette personne, que le juge estime pouvoir supporter cette charge de tuteur, qui n'est pas du tout repos. C'est pas un privilège avec des avantages exorbitants. Au contraire,
c'est une charge. Alors, le juge va voir les personnes physiquement, moralement aptes à pouvoir exercer cette fonction de tuteur et il prendra sa décision. D'accord. Ok. Alors, dites-nous, Monsieur Yoda, qu'est-ce qu'on peut retenir justement de ce thème ce matin? De ce thème, on retiendra que les aléas de la vie font que des personnes, bien que majeures, ne peuvent pas exercer leurs droits. Alors que faire? La loi a prévu que ces personnes soient protégées. Protégées comment? Alors, protégées en fonction de la dureté, de l'importance de leur handicap, que ce soit physique ou moral, ou psychologique, ou psychique. Alors, de sorte que la loi a prévu 3 régimes, la protection de la justice, la tutelle et la curatelle. Il ne faut pas penser que c'est des fictions. Ces choses existent, comme vous l'avez posé. Oui, lorsque vous n'avez vraiment pas affaire à ça, vous vous dites, mais bon, la loi a prévu, est-ce que ce n'est pas chez les Blancs qu'on voit ces choses? Ah non, au Burkina. On a l'impression, mais on a parfois l'impression, et pourtant, il y a des juges de tutelle qui ont beaucoup de dossiers et qui ont beaucoup de cas de ce genre. D'accord. Alors, s'il y a un message à passer justement ces téléspectateurs qui nous suivent ce matin, justement, par rapport à ce thème-là, que diriez-vous? Eh bien, le message à passer, c'est que nous voulons informer, rappeler plutôt aux uns aux autres que la loi a prévu que lorsque vous avez une personne chez vous qui n'arrive pas à assumer, à prendre des actes de la vie quotidienne sans risque de se faire abuser, vous avez la possibilité de saisir immédiatement le juge des tutelles du lieu de résidence de l'intéressé. Voilà, vous adressez une requête, c'est très simple. C'est une demande en réalité, manuscrite ou non manuscrite, il n'y a pas d'obligation de forme, timbré à 200 francs, adressé au président du tribunal, qui va donc affecter le dossier au juge chargé des tutelles et qui prendra l'affaire à bras le corps. Donc il ne faut pas hésiter à utiliser cette procédure parce qu'elle permet d'éviter beaucoup de problèmes dans les familles. Voilà. C'est ce que je peux dire. D'accord. Merci à vous, Monsieur Yoda. Il faut rappeler que vous êtes de l'ONG Vision Plurielle et ce matin avec vous, il était question du majeur incapable. En tout cas, un thème largement développé, peut-être qu'on y reviendra certainement pour, en tout cas, des petits détails pour permettre aux téléspectateurs de comprendre davantage de quoi ils retournent. Merci à vous. Et puis nous vous souhaitons très bonne journée, très bonne suite de journée, bien sûr. Excellente journée à vous aussi. Voilà, merci à vous. Et puis à vous, fidèles téléspectateurs, nous proposons le proverbe du jour et c'est parti. Parce que je suis pas moi de souper. Enfin, je suis là moi de on passe pas moi de. Voilà, c'était le proverbe du jour, un proverbe Mwaga et qui dit « Si la galette ne t'appartient pas, tu ne dois pas le couper au milieu. C'est ce qui t'appartient que tu prélèves. » Voilà, c'était donc le proverbe. Peut-être que M. Eddy Bado pourra réagir par rapport à ce proverbe. Mais d'ici là, c'est parti. Voilà, nous avons avec nous M. Eddy Bado. Nous allons parler avec lui sécurité routière et ce matin les 2 roues. M. Eddy, réagissez avant par rapport à ce proverbe. Si la galette ne t'appartient pas, tu ne dois pas le couper au milieu. C'est ce qui t'appartient que tu prélèves. C'est un proverbe Mwaga. On va demander à un Gourounsi de réagir.
Oui. Un esclave. Oui, si la galette est dans votre chemin, il ne faut pas couper le bois. Oui, si vous n'êtes pas propriétaire de quelque chose, vous ne pouvez pas imaginer prendre la même part que le propriétaire. Ah oui, Voilà, tout à fait. Il ne faut pas être trop gourmand. Voilà, vous ne prenez pas la même part que le propriétaire. D'accord. Votre part est petite par rapport à la part du Voilà, c'est ça. D'accord. Merci à vous, M. Bado, par rapport à cette réaction. Et puis, ce matin, avec vous, les deux roues et la circulation. Déjà, dites-nous déjà comment est-ce qu'on peut définir les deux roues? Oui, merci. Oui, un véhicule à deux roues, donc on peut dire tout simplement un deux roues. Un deux roues, c'est un véhicule muni d'une roue avant et d'une roue arrière qui se déplace soit par la force des jambes, soit à l'aide d'un petit moteur. Un véhicule muni d'une roue avant et d'une roue arrière qui se déplace par la force des jambes ou à l'aide d'un petit moteur. Donc quand on parle de la force des jambes, vous voyez un peu, vous voyez le vélo. Voilà, il faut pédaler pour que ça avance. À l'aide d'un petit moteur, vous voyez les véhicules motorisés. D'accord. Chez nous, quand on dit véhicule, ce n'est pas un engin à 4 roues. Un véhicule, c'est tout simplement un moyen de locomotion, un moyen de déplacement. D'accord. Alors dites-nous, il existe combien de types, combien de catégories de deux roues? Oui, les types de deux roues, il faut dire que on va parler des deux roues motorisées et les deux roues non motorisées. D'accord. Je commence par les deux roues non motorisées, c'est-à-dire les deux roues qui n'ont pas de moteur. Là, il s'agit du vélo. Il y a ce qu'on appelle le VTT, vélo tout-terrain. Il y a ce qu'on appelle le vélo de compétition, que les gens appellent communément course ou EFO, vélo de course, voilà, c'est un vélo de compétition. Il y a aussi le vélo de route. Et comment on l'appelle en Gourou-Si alors, le vélo de compétition? En Gourou-Si, le vélo, c'est un Negegoulou. Negegoulou. Voilà. Voilà, il y a VTT, il y a vélo de route, vélo de compétition. C'est le vélo de route qui est conseillé. Voilà, parce que ce vélo est muni d'éclairage avant et arrière. Donc vraiment, il est commode. Il est bon pour l'utilisation, pour faire les courses, aller au marché et faire la promenade, circuler aussi avec la nuit parce que c'est muni d'éclairage. Les deux roues motorisées maintenant, là, nous avons les cyclomoteurs. D'accord. Quand on parle de cyclomoteur, c'est un engin à deux roues dont le volume de la cylindrée est inférieur à 50 cm3. Volume de la cylindrée, on parle de puissance de l'engin à deux roues, inférieur à 50 cm3. En termes d'exemple, on va prendre les P50, je ne sais pas si vous vous rappelez de ces engins-là, les P50, les L2, les LVS, CT, Camico, donc je cite pour que chacun puisse avoir une idée. Voilà, c'est sûr que nos jeunes frères n'ont pas peut-être connu. Oui, aujourd'hui on est passé à l'étape supérieure, mais bon, c'est des motos qui ont existé, même, et qui existent toujours, même si ça tend à disparaître. Ça tend à disparaître. Ce sont des cyclomoteurs. D'accord. Nous avons les vélomoteurs. Les vélomoteurs sont des engins à deux roues dont le volume de la cylindrée vaut 50 cm3, mais sans excéder 125 cm3. D'accord. Voilà. Comme exemple, nous avons les motos, les engins à deux roues qu'on appelle Cirrus, et les Krypton. Qu'est-ce qu'il faut citer encore? Nano, etc. D'accord. Et on va parler maintenant des motocyclettes. Les motocyclettes sont des engins à deux roues dont le volume de la cylindrée est supérieur à 125 cm3. C'est des grosses cylindrées. Donc, en termes de puissance, nous avons les motocyclettes d'abord, les vélomoteurs, les cyclomoteurs et ensuite les véloviennes. Voilà. Exemple de motocyclette, on peut citer les motos qu'on appelle 135. Le volume de la cylindrée est supérieur à 125 cm3. Les 150 aussi. Voilà, les 150. Voilà, le volume de la cylindrée est supérieur à 125 cm3. Nous avons, qu'est-ce qu'il faut citer? Kawasaki, les DT, les Ténéré, etc. Ce sont des cyclomoteurs. Pour conduire ces genres d'engins à deux roues, il faut le permis A, la catégorie A. Donc il faut un permis pour conduire ces engins? Oui, il faut un permis. Même pour conduire les cyclomoteurs, il faut le permis A1. Les cyclomoteurs, permis A1. Les vélomoteurs, le permis A1. Les motocyclettes, c'est le permis A. Voilà, c'est ça. Est-ce que les gens font le permis avant de s'acheter ces motos-là? Oui, bon, non, pas tellement. C'est vraiment là. Sinon, il faut le permis. Le permis.
Voilà, même pour conduire vos engins, les cyclomoteurs, il faut la catégorie A1. Ici, au Burkina Faso, nous avons 7 catégories de permis de conduire. Il y a le permis A1 pour les cyclomoteurs, vélomoteurs. Il y a le permis A pour les motocyclettes. Permis B, c'est pour les véhicules poids légers. Permis C, c'est pour les véhicules poids lourds, véhicules affectés au transport de marchandises ou de matériel, dont le PTAC est supérieur à 3,5 tonnes. Il y a le permis D pour les véhicules affectés au transport en commun des personnes, les autobus et les autocars. Maintenant, quand on parle d'autobus et d'autocars, il y a une petite nuance. Les autocars, c'est pour les longs trajets. Pour faire les voyages, les autobus, c'est en agglomération. Pour connaître les autobus ou les autocars, il faut le permis D. Il y a le permis E pour les véhicules articulés. Il y a la catégorie F, c'est pour les véhicules poids légers spécialement aménagés pour handicapés physiques. Cette catégorie de permis de conduire délivrée par le Burkina Faso. Donc je profite pour dire aux téléspectateurs qu'il y a une nouvelle catégorie de permis qui va bientôt voir le jour. Il s'agit de la catégorie B1 qui va concerner les tricycles. Les B1, les tricycles. Les tricycles. Voilà, ça va bientôt voir le jour. D'accord, on en parlera certainement un autre jour sur ce plateau. Pour revenir à notre sujet, quels sont les équipements obligatoires pour les 2 roues? Oui, parlant d'équipements obligatoires pour les 2 roues, il faut dire que ces équipements-là, lorsqu'ils sont installés sur les 2 roues, ça améliore la sécurité routière. Ça permet d'éviter les accidents. Donc, je m'avais parlé de ces équipements. Je vais d'abord prendre le vélo. Quand vous prenez un vélo, qu'est-ce que le code dit? Un vélo doit avoir un feu à l'avant et un feu à l'arrière, ce qu'on appelle le feu rouge. Il doit avoir des dispositifs réfléchissants au niveau des pédales. Des dispositifs réfléchissants. C'est-à-dire, lorsque le monsieur est à vélo, il est devant vous, même si la chaussée n'est pas éclairée, même si par hasard, lui, il n'a pas d'éclairage, malgré que c'est la nuit, lorsque vous projetez vos phares, même vous êtes loin, vous voyez les trucs qui brillent là. Ça permet de savoir qu'il y a quelqu'un qui est devant vous. Donc c'est très important. Donc ces dispositifs doivent être au niveau des pédales. Ces dispositifs doivent se fixer aussi au niveau des rayons. Il doit avoir un dispositif réfléchissant aussi à l'arrière. Voilà. Le vélo aussi doit avoir un avertisseur sonore. Ce qui fait qu'un train là. Voilà, il faut avoir ça. Il faut 2 dispositifs de freinage en bon état. Un frein à l'avant et un frein à l'arrière. Donc si il y a tous ces dispositifs là, le vélo, ça permet vraiment, le conducteur est à l'aise, il va circuler sans problème. Ça permet d'améliorer la sécurité routière. Ça le protège en tout cas. Et toujours parlant d'équipement obligatoire, maintenant, nous parlons maintenant des cyclomoteurs. C'est-à-dire une P50 par exemple. 2 dispositifs de freinage en bon état. Un à l'avant et à l'arrière. Un feu avant, un feu arrière, qu'on appelle feu rouge. Des dispositifs réfléchissants au niveau des pédales. Des dispositifs réfléchissants au niveau des pédales. Et voilà. Et comment dirais-je, un tuyau d'échappement silencieux. Le tuyau d'échappement doit être silencieux. Voilà. Un avertisseur sonore aussi homologué. Ça, c'est en ce qui concerne les cyclomoteurs. On avance un peu plus loin. On parle maintenant des vélomoteurs et des motocyclettes. C'est les mêmes dispositifs. Vélomoteurs et motocyclettes, bien sûr. 2 dispositifs de freinage en bon état. Je dis bien en bon état. À l'avant et à l'arrière. Il ne suffit pas d'avoir le dispositif, il faut que ce soit en bon état. La précision est importante. Voilà. C'est ça. Un feu avant, un feu à l'arrière, ce qu'on appelle feu rouge. 2 indicateurs de changement de direction, communément appelés clignotants. 2 indicateurs de changement de direction à l'arrière aussi. On dit indicateur de changement de direction parce que quand vous voulez changer de direction, vous mettez le clignotant gauche. Si vous voulez tourner à gauche, si vous voulez tourner à droite, c'est le clignotant droit. Donc, indicateur de changement de direction ou clignotant. Voilà. Il faut avoir un dispositif réfléchissant aussi à l'arrière. Un tuyau d'échappement silencieux. Un avertisseur sonore homologué. Pour les cyclomoteurs et les vélomoteurs, les vélomoteurs et les motocyclettes. Il faut au moins un rétroviseur, au moins le rétroviseur gauche. Le rétroviseur, au moins le rétroviseur gauche. Sinon, au moins un, mais c'est le rétroviseur gauche. Au moins le rétroviseur gauche. Parce que le rétroviseur gauche, il est très important. C'est pour les dépassements. Voilà. Au moins le rétroviseur gauche, sinon les 2. Au moins le rétroviseur gauche. Maintenant, une plaque d'immatriculation. Une plaque d'immatriculation bien lisible. Un tuyau d'échappement silencieux. Je n'oublie pas aussi, je ne sais pas si j'en avais parlé,
un avertisseur sonore. Sonore également. D'accord. Ok. Alors, on a parlé tout à l'heure des équipements obligatoires. Il faut également des documents administratifs obligatoires pour les 2 roues. Sinon, on aura affaire à, justement... Ok, bien sûr. Ça me fait sourire un peu parce que je suis obligé de parler du vélo. Quand on dit un document administratif obligatoire pour un vélo, on va dire quoi? C'est la facture d'achat. Oui. Voilà, la facture d'achat. C'est le document administratif. Le document, voilà. Et il faut l'avoir sur soi. Oui, il est valable. Voilà, ça suffit. On n'a pas besoin de permis jusqu'à présent pour un vélo. Pour un vélo. Et voilà, avant on parlait de TDC. Taxe de développement communautaire, quelque chose de ce genre, ça n'existe plus. Donc on n'est plus à cela. Voilà, donc on va parler de la facture d'achat. Oui, d'accord. Voilà. Pour les cyclomoteurs, on va parler de la facture d'achat aussi. Ok. Hormis la facture d'achat, on va parler du permis A1 pour le conducteur. Pour conduire un cyclomoteur, il faut un permis A1, normalement. Voilà. Mais là, on ne le sent pas. C'est quand vous faites un accident que vous allez le sentir. Si tout de suite on vient pour un constat, la police va demander est-ce que vous avez le permis. Si vous n'avez pas le permis A1, non, arrivez, on vous dirait, mais arrivez au commissariat, section des accidents, bien sûr. On va vous dire, voici l'infraction, ça vous devez payer tant. C'est une infraction. Voilà, vous n'avez pas porté votre casque, vous devez payer tant. Et là, en ce moment, on se demande, mais est-ce que je devais faire un permis? Oui, les gens se tournent. Voilà, c'est ça. Même ceux qui savent qu'ils devaient le faire, ils font semblant de se tourner parce qu'ils veulent faire sortir de l'argent. Voilà. Donc pour les cyclomoteurs, on ajoute le permis A1. On ajoute aussi une attestation d'assurance en cours de validité. Une attestation d'assurance. Voilà, il faut une assurance. D'accord. C'est ça. Maintenant, pour les vélomoteurs, on va dire quoi? Pour les vélomoteurs, il y a la carte grise, il y a le permis A pour le conducteur, il y a l'attestation d'assurance. D'accord. Voilà. Généralement, on pense que la carte grise est suffisante. Non. La carte grise n'est pas suffisante. Voilà. Pour les motocyclettes aussi, on va ajouter, on va dire le permis A1 pour le conducteur. Voilà. La carte grise, une attestation d'assurance en cours de validité. Okay. Donc, 3 éléments importants. 3 éléments importants. D'accord. C'est ça. Donc, voici les documents administratifs obligatoires des 2 roues. Alors, pour le conducteur et pour l'engin même. L'engin même. Voilà, d'accord. Alors, quel comportement, M. Bad, quel comportement, justement, par rapport aux conducteurs des 2 roues? Je suis sûr que vous êtes régulièrement sur le terrain, vous avez des échos quant à ces personnes qui sont sur le terrain, qui vous renvoient, en tout cas, des informations. Quel est le comportement, le constat que vous faites par rapport, justement, au comportement des 2 roues en circulation? Voilà, avant d'aborder cette partie qui est très importante, il faut dire que les conducteurs de 2 roues et les piétons sont plus vulnérables en cas de choc. D'accord. Une fois sur ce plateau-là, j'ai pris un exemple de lorsque vous cognez un piéton à 20 km à l'heure, la probabilité d'être tué du piéton est de 10%. À 60 km à l'heure, la probabilité d'être tué du piéton est de 85%. À 80 km à l'heure, si vous cognez un piéton, la probabilité d'être tué du piéton est de 100%. Voilà, c'est pour un peu parler de la vulnérabilité. Voilà, donc c'était important de préciser cette partie. Parlant du comportement des conducteurs de 2 roues, il faut dire qu'un conducteur de 2 roues doit respecter les règles de la circulation. Il doit savoir qu'il faut respecter les feux tricolores, entre autres. Il ne faut pas tourner sans signaler. Pas changer de direction sans signaler. Si vous voulez tourner à gauche, vous êtes à vélo, vous tendez le bras gauche. À droite, c'est le bras droit. Si vous voulez continuer tout droit, vous tendez aucun bras. Ça veut dire que vous avez dit à ceux qui sont derrière vous que vous avez manifesté votre intention de continuer tout droit. Il faut toujours circuler sur la piste ou bande cyclable si elle existe. Si on a dégagé une partie de la route pour les 2 roues, vous circulez là-bas. Il ne faut pas aller de l'autre côté, la partie réservée aux automobilistes. Il faut respecter la signalisation routière, la limitation de vitesse, respecter les différentes limitations de vitesse. Si on dit que la vitesse est limitée à 30 km/h, il faut la respecter. Voilà. Il y a certains comportements aussi à risque qu'il faut bannir pour les conducteurs dangereux de route. Là, je m'adresse aux élèves. Il faut éviter de circuler à 2 ou plus de 2 de front. C'est-à-dire circuler côte à côte. Vous empêtez sur la largeur de la chaussée. Là, ce n'est pas
intéressant. Monsieur Bado a insisté. Voilà. Donc, Il faut éviter de insister. circuler à deux fronts ou plus de deux. Pas circuler côte à côte. L'intention C'est de maîtresse, adressé aux élèves. Voilà, adressé Hein. aux élèves. Puisque généralement, La c'est ce qu'ils plupart font. du temps, c'est eux en train, qui, voilà, en train de causer, la en petite train même, causette. voilà, Oui. en train même d'insulter le professeur. Math m'a donné 2. Au lieu de dire qu'il a eu 2. Mais s'il gagne 17, dit qu'il gagne 17. Là, c'était une parade. Nous l'avons tous fait, mais c'est pas bon. Voilà. Ouais. C'est ça. Donc, il faut éviter aussi l'utilisation du téléphone portable et tout autre appareil. Lorsque vous circulez Pendant avec qu'on votre circule. engin à 2 roues. Oui. Si vous remorquez un usager, l'usager doit porter son casque. Vous aussi, vous devez porter votre casque. Si votre véhicule, quand je parle de véhicule, c'est le vélo, que ce soit le vélo, le cyclomoteur, ce n'est pas un engin à course. Si le véhicule n'a pas de pose-pied, vous ne devez pas remorquer quelqu'un. D'accord. Voilà, parce que là, ça déséquilibre. Ok. Il faut éviter de remorquer un passager sur le carré de votre vélo, à l'avant là. C'est D'accord. interdit, ça Ok. déséquilibre. D'accord. Il faut éviter les surcharges, ça déséquilibre. Il faut éviter de se lever pour pédaler, puisque ça aussi, ça peut vous déséquilibrer. Déséquilibre. Voilà, il faut éviter de tenir des objets à la main quand vous circulez. Ça peut aussi vous déséquilibrer. Voilà. Lorsque vous circulez, il faut éviter aussi de suivre de près les engins à 4 roues. Au lieu de circuler de façon à être dans leur angle de visibilité. D'accord. C'est ça. Ok. Donc voici un certain nombre de comportements que le conducteur d'engin à 2 roues doit avoir pour minimiser l'accident, éviter et minimiser les accidents, éviter les accidents. Voilà. Donc voici, c'est un certain nombre de comportements à proscrire. D'accord. Et il y a beaucoup de choses à dire parce que Ouagadougou est la capitale des 2 roues. Il faut qu'on en parle justement pour amener une certaine prise de conscience, amener les gens justement au respect du code de la route pour éviter le maximum possible les accidents de la circulation. Merci à vous, M. Bado. On est pris par le temps, mais certainement on vous recevra un autre jour pour en parler. Et il faut dire que le Gouroussi a percé ce matin. Merci. Parce qu'il est très très bien habillé. J'espère que les gens de Wayugia et les gens de Garango ont appris la leçon. Ça marche. Il a percé parce qu'il est très bien habillé en façon d'Anfani. En tout cas, vraiment, il est tiré à 4 épingles. Merci à vous, M. Bado. On vous retrouvera très prochainement pour d'autres thématiques. Et puis nous allons tout de suite aller pour les grands titres avec Valérie Bazier. C'est parti. D'accord. Valérie n'est pas encore tout à fait prête. On va aller en musique. Non, c'est pas littérature. C'est littérature. Voilà, nous revenons pour la suite de notre programme. On va peut-être aller pour la rubrique littérature en attendant que Valérie s'apprête pour nous rejoindre tout à l'heure pour la revue des titres. Nous allons aller justement avec Tobou Evelyne Dabiré pour découvrir un roman, La grossesse indésirée. C'est parti. Grossesse désirée, c'est le titre de la 2e nouvelle de ce recueil qui donne son nom à l'ensemble de l'œuvre. Une œuvre de 15 nouvelles qui dévoile les vicissitudes du quotidien, le conflit entre tradition et modernité à travers la survivance de certaines pratiques magiques dans nos sociétés dites modernes. L'ensemble des nouvelles confronte ces 2 réalités sociales où le choix est parfois cornélien. En témoigne cet extrait de Grossesse désirée, lu pour vous. La naissance de l'enfant de Mariam était attendue avec joie. Mais une semaine après cet événement, les anciens virent à ce petit ange un djinn, un génie. Ils finirent par en convaincre tout le monde, sauf Mariam la mère, qui pensait que Lamine le nouveau-né était un enfant comme les autres. Contre toute la société, Mariam s'oppose à ce que son nouveau-né Lamine soit laissé aux mains des génies. Et au bout de multiples consultations médicales, Mariam découvrit enfin le mal dont souffre son petit ange. Lamine était atteint d'encéphalopathie. Mais que peut-on faire pour sauver Lamine? Rien selon la médecine. Un jour, Mariam dut se résigner à remettre son cher Lamine à son père qui le déposa dans la forêt sacrée. Dans cette œuvre où s'opposent tradition et modernité, science, croyance populaire et mysticisme, l'auteur Herman Valli
chroniqueur de presse, dévoile au fil des pages des thèmes d'actualité où les limites de la science et du démontrable cèdent la place au maraboutage, à la sorcellerie et au mysticisme. Et ce sont ces explications paranormales de certains faits du quotidien qui traversent l'ensemble de l'œuvre et qui lui confèrent une richesse et une pertinence particulières. Grossesse désirée est publié aux éditions Seprodif en cette année 2017 et regroupe la plupart des œuvres que l'auteur Herman Valli, en tant que collaborateur de presse et chroniqueur littéraire, a fait publier dans l'Observateur d'Images entre l'an 2000 et l'an 2001. Voilà, c'était donc la rubrique littérature et c'était plutôt un recueil de nouvelles titré « Grossesse désirée » de Herman Valli. Et c'est un élément qui est signé Toboum Evelyne Dabiré que nous saluons au passage. Et tout de suite, nous allons pour la revue des titres. Alors Valérie, heureuse de te retrouver encore pour la revue des titres. Et puis on va commencer par Aujourd'hui au Faso et l'Express du Faso qui nous parle de la gestion de la commune de Bobo-Dioulasso, une gestion qui va mal. Dis-nous. Oui, effectivement. Bien avant, dans un autre titre, le journal Aujourd'hui au Faso informe que les Maccabées s'accumulent sur le chemin de l'alternance au Togo et c'est un mauvais signe pour le président Faure, selon le journal. Et en effet, 2 militaires garde-corps d'une personnalité résidente dans le fief de l'opposition ont été lynchés à mort et un civil a été également tué. Il est grand temps pour le président Faure, selon le journal, de savoir lire dans le sens de l'histoire et aller dans la trajectoire de l'alternance. Et à propos de la gestion de la commune de Bobo-Dioulasso, le climat est tendu entre l'édile et les maires d'arrondissement, titre le journal. Et le paradoxe, c'est que c'est un match qui se joue entre coéquipiers, car ceux qui se crêpent les chignons, à savoir le maire de la commune ainsi que 6 autres maires d'arrondissement, sont tous du même parti, le Mouvement du Peuple Progrès MPP. Et le journal L'Express du Faso est convaincu que quand il s'agit de Bobo-Dioulasso, on ne dit pas la vérité au président Roch. Et le journal qualifie ces bisbilles internes de querelles de chiffonniers ou de leadership de politiciens à la petite échelle Rama. Alors, Bobo-Dioulasso est également à la une des citoyens et cette fois-ci, c'est son accroissement démographique qui fait la une. Effectivement, c'est ce qui intéresse le journal Sidoya. Et le journal parle d'un baby-boom non maîtrisé à Bobo-Dioulasso. Selon le journal, la capitale économique est en pleine croissance démographique et la population de Sia est passée du simple au triple en 2 décennies. Qu'est-ce qui explique cette augmentation exponentielle? Quels sont ces lots de conséquences? Dans ces colonnes, le journal vous plonge dans l'univers démographique bobolais. Le journal informe également d'un don de matériel militaire au bataillon burkinabé de la force conjointe G5 Sahel par l'ambassade de la France au Burkina Faso. Et le journal Le Quotidien en fait son gros titre en précisant que ce matériel est constitué d'armes lourdes et de véhicules. C'est ce qu'indique le journal Le Quotidien. Dans une autre manchette de ce journal Le Quotidien, le MBDHP, à propos de la liberté provisoire accordée au général Djibril Bassolé, parle d'impunité aux criminels d'un 16 septembre 2015. Le mouvement co-organise donc en collaboration avec d'autres organisations de la société civile une marche-meeting de protestation le 4 octobre 2017 à Ouagadougou. D'accord. Alors on va conclure avec le journal Le Pays. La une du journal Le Pays nous informe qu'il y aura pénurie de gaz en décembre si et seulement si le remplissage n'est pas activé, foi du directeur de la communication de Sodigaz qui a accordé un entretien au journal dont l'intégralité peut être consultée dans les colonnes du journal.
Et dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent, le cadre pour la gouvernance démocratique CGD réfléchit à de meilleures stratégies de résilience, titre également le journal. Et pour terminer, le journal révèle que dans la circonscription d'éducation de base de Bassi, une enseignante a été victime de menaces de la part d'individus non encore identifiés. Voici qui met fin à cette lecture, cette présentation des titres de la presse nationale de ce mercredi. Merci à toi Valérie, en tout cas de nous avoir fait le point des gros titres des journaux de la place. Et donc on invite les fidèles téléspectateurs justement à se ruer au niveau des kiosques pour avoir davantage d'informations. Et nous proposons une petite détente en musique, une question en tout cas de s'égayer un tout petit peu avant de retrouver les prochains invités. C'est parti. Okay.
Voilà, retour donc sur ce plateau pour la suite de notre programme et pour une vie associative. Nous aurons avec nous l'aumônerie catholique du centre hospitalier Yalgado Ouedraogo et c'est après ceci. Voilà, 50 ans d'existence pour l'aumônerie catholique du centre hospitalier Yalgado Ouedraogo, ça se célèbre. Et nous recevons pour vous sur ce plateau Madame Brigitte Ouedraogo. On va commencer par les femmes, honneur aux dames. Mon père souffrait. Madame Brigitte Ouedraogo, bonjour Madame. Bonjour. Bienvenue à RTV Matin. Prenez votre micro. Alors, oui. Alors, il vous dit que vous êtes la secrétaire générale de l'UCASO, c'est ça? L'UCASO. Oui. l'UCASO, l'Union catholique des agents de santé de l'action sociale. Oui. C'est bien cela. Merci à vous de nous rejoindre sur ce plateau. Merci à vous. Et puis également, nous avons à nos côtés le Père Jean-Paul Ouedraogo, qui va mieux se présenter à nos téléspectateurs. Père Jean-Paul Ouedraogo, aumônier de l'hôpital Yalgado. Yalgado Ouedraogo. Voilà. D'accord. Alors, ce matin, nous allons... c'est vrai que ça fait 50 ans que l'aumônerie catholique... La présence camilienne. La présence camilienne. Voilà. D'accord. Ok. 50 ans, ça se célèbre. C'est vrai que les célébrations, la célébration, vous êtes en plein dedans. En pleine célébration. Mais ce matin, nous allons plutôt nous axer sur justement vos actions, les actions de l'aumônerie catholique du centre hospitalier Yalgado Ouedraogo. Et puis ensuite, on reviendra dans un prochain numéro pour parler justement de cette célébration, ce jubilé d'or. Voilà. D'accord. Alors, pour commencer, dites-nous ce que c'est que l'aumônerie catholique. Pourquoi une aumônerie et puis quelles sont vos missions? Voilà, une aumônerie catholique au sein de l'hôpital ou des centres hospitaliers, c'est une structure pour nous catholiques, une structure catholique qui représente la présence de l'Église aux côtés de nos frères et sœurs souffrants. Donc c'est pour représenter l'Église, famille de Dieu, auprès de tous ceux et celles qui connaissent l'épreuve de la maladie, de la souffrance. Donc voilà, on peut dire comme ça. Maintenant, concrètement, l'aumônerie, nous sommes là comme présence, mais aussi pour accueillir tous ceux qui viennent à nous. Et nous allons visiter les malades. Bon, tous les malades que nous pouvons, parce que, par exemple, au centre hospitalier, il y a pas moins de 20 pavillons. Et nous sommes 2 aumôniers et puis nous nous répartissons les pavillons et chacun essaie durant un mois de faire le tour, même si souvent n'est pas facile. Voilà, pour visiter, bon, réconforter, et voilà. Et souvent, bon, par exemple, pour les catholiques, il y a souvent les sacrements, l'onction des malades. Et si, bon, il y a souvent aussi des absoutes que nous, voilà, nous faisons des prières d'absoutes. Et c'est là la charge de l'aumônier, hein? Oui, on peut dire qu'une présence de l'Église, parce que déjà la présence une présence aux côtés de ceux qui souffrent, c'est déjà beaucoup. Et cela peut amener souvent, bon, voilà déjà si un malade a besoin de sacrement ou bien de prière, voilà, nous sommes là pour venir à son secours. Et nous aussi, voilà. D'accord. Et l'aumônier n'est pas seul, hein, il y a des membres de l'aumônerie. Bon, actuellement, nous sommes... cette année, nous avons la chance, nous sommes 2 avec un stagiaire. Voilà, le père Herman Somda, qui vient d'être ordonné au mois de juillet dernier, et le frère Pierre Naré, qui va faire une année de stage au milieu, à côté de nous. Voilà, il y a le père Pierre Sawadro qui a fait une année avec nous, mais qui va aller plus loin en mission, toujours dans le monde de la santé. Parce que notre spécificité, c'est... comment dirais-je, c'est voilà, l'accompagnement des malades. On parle de l'ordre des serviteurs des malades. Donc nous sommes aux côtés de ceux qui souffrent. Voilà.
Ok. Alors, il faut dire que l'aumônerie ne travaille pas seule. Il y a des collaborateurs, dont justement Madame Brigitte Ouedraogo sur ce plateau de l'UCASO, l'Union catholique des agents de santé de l'action sociale. Il faut dire que vous êtes agent de santé également. Oui, Madame je suis agent de santé. Oui. Et effectivement, nous sommes des collaborateurs. Nous ne sommes pas les seuls. Il y a beaucoup d'autres associations qui participent activement aux activités de l'aumônerie. D'accord. Je peux citer par exemple la Journée internationale des malades. Mais nous avons étendu ça. D'abord, c'était sur une semaine, mais qu'on appelait Solidarité, avec une semaine de solidarité avec les malades. Mais depuis l'an passé, je pense que c'est plus étendu. Et ça prend, je pense, jusqu'à 1 mois. Voilà, Où on visite les centres, on visite les malades et on donne quelques dons aux malades. D'accord. Voilà. Notamment à l'hôpital pédiatrique, Blaise Compaoré, Jean-Baptiste et les différents serments tels que Piscine, Kosodo, 30, voilà, ainsi de suite. D'accord. Et en quoi consiste votre intervention concrètement? Notre intervention, c'est ce que j'ai dit plus tôt, c'est prier pour les malades. Voilà, lors de la journée, on prie pour les malades et pour leur dire on ne peut pas aller bras ballants. Donc avec les dons que les fidèles nous donnent, et ce sont ces dons-là qu'on constitue en petits cadeaux et puis on donne aux malades. Et c'est des dons qui sont très souvent constitués de quoi? Bon, c'est plus souvent c'est du savon, du sucre, des jus et des bonbons pour les enfants. Pour les enfants, d'accord. Alors mon père, dites-nous les actions de l'aumônerie sur le terrain. Sur le terrain. Par exemple, à Yalgado ou Ouedraogo, est-ce que c'est uniquement à Yalgado que vous intervenez? Non. Voilà, l'aumônerie de Yalgado couvre les autres centres hospitaliers, notamment Charles de Gaulle, l'hôpital universitaire pédiatrique Charles de Gaulle, l'hôpital du district de Borodo, de Kosodo, de Boulmiou. Et si on nous appelle dans une clinique, parce qu'il y a un malade qui a besoin de nous, nous allons aussi. Alors donc, non seulement les visites, mais aussi, comme je disais, nous accueillons ceux qui viennent à nous, parce qu'à l'aumônerie, par exemple, de l'hôpital Yalardo, bon, dans l'histoire, c'est le père Éloi Castaldo, l'aumônier, qui a fait 16 ans et qui a initié la pharmacie de l'amitié pour venir en aide aux pauvres, ceux qui ne pouvaient pas payer les ordonnances souvent. Nous continuons cette œuvre, et si bien que nous participons par souvent des dons de médicaments gratuitement, et nous aidons souvent certains malades démunis qui viennent à l'hôpital souvent dans le don aider à faire des analyses, même des examens médicaux, et même souvent des achats de médicaments. Mais tout cela, c'est grâce aux générosités des uns et des autres qui nous fréquentent et qui viennent à l'aumônerie pour prier et prier pour les malades. Et donc, j'ai saisi cette opportunité pour dire à tous ceux et celles qui ont fait don aux malades à travers l'aumônerie un grand merci. Et en tout cas, nous sommes soutenus parce que quand ils viennent, ils constatent les besoins, voilà. Et voilà, en tout cas. Donc, il vous arrive de peut-être répertorier, de faire une liste des besoins au cas où des collaborateurs viendraient. Si, souvent, la liste des médicaments et puis... Donc les malades ont le plus besoin. Voilà, et nous achetons aussi les produits à la CAMEC. Bon, j'ai regardé rapidement ce que l'aumônerie a dépensé comme médicaments l'année 2016, ça fait 5 millions. Et tout cela, c'est pour aider. Et pour les analyses, etc., c'est autour de 1 million et quelques. Et puis, il y a aussi des aides sociales. Mais tout cela, c'est grâce aux générosités des uns et des autres. Sinon, c'est un peu difficile. Voilà, puisqu'il n'y a pas une subvention de part et d'autre pour l'aumônerie. Donc, et là, je rends grâce à Dieu pour ce qu'il fait et suscite des générosités qui viennent à notre secours pour que nous puissions aider beaucoup. Certainement, il y a des malades qui sont sortis qui peuvent bien témoigner des bienfaits qu'ils ont reçus à l'aumônerie.
Mais bon, nous... D'accord. Voilà. En tout cas, c'est l'occasion de parler de tout ce que vous faites. Voilà, c'est ça. Voilà, sur le terrain. C'est pas toujours évident. Pas on facile, entend parler de l'aumônerie, mais bon, on ne sait pas concrètement. Mais aujourd'hui, c'est l'occasion. Voilà, c'est ça. Alors, Madame Ouedraogo, dites-nous, est-ce qu'il vous arrive, par exemple, le père l'a dit, hein, il y a un besoin par rapport justement à des médicaments. Il y a des patients qui ont besoin qu'on les accompagne pour l'achat des médicaments, pour les examens. Alors, est-ce que votre association, l'Union des catholiques et l'Union catholique des agents de santé, est-ce qu'il vous arrive de peut-être venir en aide à l'aumônerie avec des kits de santé, de produits, de peut-être aider à faire des examens? Bon, aider financièrement, peut-être de temps en temps, on donne nos petites contributions, surtout quand on veut organiser la journée des malades. Là. Donc on mais ça, c'est beaucoup. Voilà. C'est beaucoup. Oui, parce que ça va permettre d'acheter justement les produits. C'est surtout à cette occasion-là qu'on donne notre contribution et également au sein de nos différentes structures, on demande l'aide aussi à certains agents et vraiment ils participent activement. Ils donnent leur contribution et c'est cela qu'on rassemble pour ajouter au don de l'aumônerie. D'accord. Voilà. Alors, lors de vos visites, dites-nous, lorsque vous êtes en contact avec les malades, les enfants, que ce soit les enfants, les adultes, qu'est-ce que ça vous fait, madame, d'être aux côtés de ces personnes vulnérables qui ont besoin de soutien? Disons que, comme je suis dans le métier depuis longtemps, effectivement, on côtoie les malades tous les jours et on sent vraiment, des fois, cette difficulté-là. Pour certains parents même d'honorer les ordonnances et deux fois on fait ce qu'on peut sur place là-bas, on fait ce qu'on peut et si on voit que ça dépasse vraiment nos compétences, on fait appel à l'aumônerie et le père souvent, je l'ai souvent appelé par rapport à certaines difficultés pour tout réaliser des examens, voilà, pour pouvoir aider certains malades. D'accord. Mon père, ça ne doit pas être facile, hein? Avec la grâce de Dieu, nous lui disons merci parce que les dons que nous recevons, c'est comme un passage, quoi. C'est pour aider. Donc, c'est pas pour garder. Alors, donc, mais nous sommes en train de nous préparer pour le jubilé. Le jubilé d'or. Si vous allez à l'aumônerie, vous allez voir quand même, il y a des réflexions. Mais ça, c'est grâce à la générosité des uns des autres. On a eu un appartement assez grand, on a eu une grotte. Et on est en train de vouloir aussi aménager l'église qui date de 40 et quelques, et pour que vraiment on puisse aller de nouveau accueillir et prier, prier pour tous les malades, non seulement hospitalisés à l'hôpital, mais d'ailleurs. Parce que nous croyons que la prière des uns des autres peut apporter du bien, même à la structure. Parce que ça aussi c'est un aspect, que la structure... Par exemple, les structures hospitalières soient vraiment appropriées pour le bien-être des malades, pour leur salut. D'accord. Voilà. Je crois que ça fait aussi partie de nos objectifs. C'est ça. Alors, un jubilé d'or, il faut dire que derrière tout ça, il y a les résultats qu'on recherche et les objectifs. Est-ce que vous avez l'impression que les objectifs que vous recherchez à travers justement cette aide que vous apportez, est-ce que on peut dire que vous l'atteignez? Oui, on peut l'affirmer vraiment, nous l'atteignons parce que il y a des gens qui nous reviennent pour dire merci pour tout ce que nous avons fait pour eux. Et nous-mêmes, nous sommes édifiés souvent quand nous rendons visite aux malades, parce qu'eux-mêmes qui nous enseignent, parce que ce n'est pas pour aller raconter, mais c'est pour d'abord accueillir le malade, l'écouter et compatir à sa souffrance et en même temps voir dans quelle mesure cette situation peut l'aider à grandir et accueillir dans l'espérance. Voilà, c'est pour cela que le thème, le thème même du cinquantenaire, c'est engagé dans le milieu hospitalier, soyons semeurs d'espérance et visage de Dieu. Voilà, c'est parlant. Et puis, bon, et nous remarquons de plus en plus
une influence des agents de santé. Par exemple, nous avons la messe de lundi jusqu'à vendredi, mais chaque fois, la chapelle est petite, mais toujours il y a des agents de santé qui viennent. Oui. Et nous, donc c'est pour dire que ce n'est pas que les malades qui viennent pour la prière, les agents de santé les agents de santé, ils nous soutiennent et prient. Et nous avons aussi cet objectif-là d'amener, c'est comme une communauté hospitalière qui se met au service des malades. Non seulement, même aller visiter, nous organiser pour visiter les malades et puis prier pour eux, les accueillir, les écouter, parce que je crois que ça, c'est souvent, ils en ont besoin. Voilà. Oui, et nous sommes épaulés aussi par nos jeunes frères du Scholastica, ceux qui sont en formation, les novices et des groupes paroissiaux qui viennent rendre visite aux malades. Et puis, voilà. C'est tout un monde. Et je vous invite à, on viendra découvrir, à faire un tour à l'aumônerie un dimanche voilà, pour nous accompagner. Voilà. En tout cas, on est prêt à vous accompagner. Voilà. Déjà, ça c'est un premier pas. Et puis, voilà ce qu'on peut... Souvent, quand on arrive à l'aumônerie, bien sûr, il y a le contact de l'aumônier de semaine, parce que nous nous organisons par semaine pour répondre aux besoins, par exemple... S'il y a un besoin de sacrement, voilà, on peut nous joindre, et même pour autre chose. On a un numéro, c'est le 73 16 12 17. 73 16 12 17. Voilà, c'est le téléphone de l'aumônerie catholique de Yalardo. D'accord, ok. Alors, on est déjà en train de épuiser le temps qui nous est imparti. Alors, Madame Ouedraogo, s'il y a un message à passer ce matin, vous qui êtes une des collaboratrices justement de l'aumônerie, alors dites-nous, qu'est-ce que vous direz à la population? Bon, ce que je dirais à la population, c'est surtout vraiment de venir en aide à l'aumônerie, parce que c'est grâce justement à leur générosité que l'aumônerie arrive à satisfaire certains besoins des malades. Donc mon appel à l'endroit de la population, c'est vraiment penser à faire quelque chose pour l'aumônerie. Voilà, pour le bien de nos malades. D'accord. Merci. Parce qu'on le fait pour nous-mêmes également. Donner, c'est recevoir en retour aussi. C'est ça. Aujourd'hui, c'est des malades qui sont à l'hôpital, mais qu'est-ce qui prouve que demain, ça ne sera pas notre tour? Donc, pensons-y. D'accord. Et puis, il faut profiter déjà pour dire aux gens que la célébration, ça a déjà commencé, n'est-ce pas? Oui, la célébration a déjà commencé. Voilà, on a même intitulé ce qu'on avait appelé le jubilé des enfants, qui a eu lieu le samedi à l'hôpital pédiatrique. Voilà, il y aura le jubilé du personnel. Et avant ça, je pense qu'il y a le jubilé des associations, puisque j'ai dit qu'on avait, c'était plusieurs associations qui aidaient l'aumônerie. Ça aura lieu le 21 octobre, le samedi 21 octobre. Et avant ça, il y aura, chose, comment on appelle ça, et un enseignement. Et après ça, en tout cas, on aura des détails très prochainement, parce que vous, le Père Jean-Paul va revenir sur ce plateau encore pour en parler, pour donner des détails, en tout cas par rapport au programme qui est établi pour le Jubilé d'Or. Mon Père, dites-nous un dernier mot, quelles sont les convictions qui vous guident dans ce que vous faites, et puis voilà, quel message à l'endroit de toute la population burkinabé aujourd'hui. Voilà. Avant de dire mes convictions, c'est dire vraiment merci à la RTB qui nous accueille aujourd'hui. Merci pour votre sollicitude à l'égard de ce monde de la souffrance et de la maladie. Et mes convictions, c'est que je me suis donné au Seigneur pour témoigner de son amour miséricordieux pour tous ceux qui souffrent, puisque lui l'a dit, tout ce que nous aurons fait à l'un de ces petits, c'est à moi. Et j'étais malade et vous m'avez visité. Et je crois que c'est cette conviction fondamentale qui me donne d'être au milieu des malades, même si c'est pas facile. Et comme religieux, nous avons bien sûr trois vœux, mais il y a un quatrième vœu qui est servir les malades, même au péril de la vie. Et il y a beaucoup de caméliens qui sont morts au moment de la peste, mais ils savaient qu'ils ont servi les malades et peut-être ils vont mourir, mais parce que c'est leur maître et leur Seigneur qu'ils servent, puisque dans le malade, c'est le visage même de Dieu qu'on contemple. Donc, c'est ça. Et il nous donne toujours la force de pouvoir être là, même si
il y a des fatigues souvent, mais oui, même si voilà, c'est difficile, oui, on a toujours la force. Voilà, vous pouvez rentrer et puis on vous appelle pour dire que nous sommes là avec un malade, on a besoin de prêtre. Bon. Alors on repart. C'est parti. Voilà. Ça, c'est pour Dieu. Oui. Voilà. Merci beaucoup. D'accord. Merci à vous, mon père. Et il faut rappeler que c'est le père Jean-Paul Ouédraogo, aumônier du centre hospitalier Yalgado Ouédraogo. Et puis à nos côtés également, Madame Brigitte Ouédraogo de l'UCASO, l'Union des agents catholiques de la sociale. Ok. L'Union des agents catholique de la santé, de l'action sociale. Merci à vous en tout cas d'être passé sur notre plateau. C'est un plaisir d'échanger avec nous. Vous nous avez éclairé en tout cas par rapport à ce service de l'Église catholique. Merci à vous. Et puis à vous, fidèles téléspectateurs, nous vous disons merci de rester en notre compagnie tout au long de cette matinée. Et puis, il faut rappeler que ce matin, nous étions en compagnie de Cheikh Dave pour son grain de sel. Et puis également, nous avions avec nous le magistrat Aruna Yoda de l'ONG Vision Plurielle. Avec lui, il était question du majeur incapable. Et puis également, M. Edi Bado, la question de sécurité routière ce matin, les deux roues et la circulation. Et bien entendu, avec le père Jean-Paul Ouédraogo et Madame Brigitte Ouédraogo, il était question de l'aumônerie catholique du centre hospitalier Yalgado Ouédraogo. Et le proverbe du jour, un proverbe Mouara, disait ceci: si la galette ne t'appartient pas, tu ne dois pas le couper au milieu. C'est ce qui t'appartient que tu dois prélever. Merci à vous et puis réveillez-vous chaque matin avec la ferme conviction que quelque chose de merveilleux se produira. Et cette chose se produira certainement si vous y croyez. Ciao, bye bye, à demain pour une autre aventure.